Journal de l'abbé Munier, 1910. 1er août. Je commence le 10e mois de mon exil. Seul le pire arrive, disaient Schopenhauer et Follentin. Je ne veux analyser ni moi, ni les autres. Ce ne serait pas très beau d'un côté, et ce serait peut-être encore plus vilain de l'autre. 3 août. Revue hier, Monsieur Denis Cochin, il m'a confirmé les antipathies et jalousies cléricales que je soupçonnais. 7 août. Monsieur Cochin, Madame Greffule, s'en allant chez les curés de Paris pour plaider ma cause. J'entendis si certains d'entre eux s'étonnant. C'était à l'archevêché de prendre ma défense et à me nommer plus vite. On dit toujours l'archevêque bien disposé. S'il ne l'était pas, que serait-ce donc? Si on me donne une situation inférieure à celle que j'avais, il faudra que je me contienne et que je reste digne. J'ai répondu à la comtesse Greffule: je tâche d'être résigné mais clairvoyant, et sans la moindre illusion, soit pour le présent, soit pour l'avenir. 10 août. Je quitterai mon abri demain. L'archevêque me convoque chez lui vendredi prochain à 2 heures. Paris, 12 août. Parti hier soir de Dijon vers 6 heures, arrivé à minuit à Paris, par cette même gare de Lyon où j'étais parti le soir de la Toussaint pour Athènes. Couché dans les environs dans le petit hôtel Ariana. Quel chemin parcouru! Si me voyait ma pauvre maman. Paris, 13 août. Ma journée d'hier était d'abord au cimetière Montparnasse, m'agenouiller près de la tombe de maman. Vers 2 heures, j'étais à l'archevêché. Monseigneur Hamet m'a dit de cette voix détachée les difficultés qu'il avait eues pour me trouver une situation. Il avait songé à me donner le poste d'aumônier des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Mais c'est peu occupant. Enfin, il m'envoyait à Saint-Charles de Monceau, où il y a un élément populaire et un autre qui ne l'est pas. Paroisse intéressante. Il a reproché à certaines personnes, sans les nommer, Monsieur Cochin, Madame Greffule, d'avoir été trouver des curés de Paris pour plaider en ma faveur. Certains ont dit qu'ils m'accepteraient volontiers, et à l'archevêque, ils avaient dit positivement le contraire. Mes confrères m'ont reproché toutes sortes de choses.
d'être dédaigneux certaines paroles qui ont été rapportées, puis d'être dans mon enseignement trop humain, pas assez surnaturel. Cette nomination à Saint-Charles de Monceau n'est, dit l'archevêque, ni une faveur, ni une défaveur. Je suis sorti de la rue de Bourgogne, très attristé de ce ton, de cette entrevue. Ainsi les ennemis, les vrais ennemis sont à droite. La bande Loyson a commencé, les autres ont fait le reste. Ils n'attendaient qu'une occasion. Ils ne l'ont pas manqué. Je suis 2 fois victime. Ah, quel corps! Voilà ce qui explique son peu d'influence. Était ensuite à Maison Lafitte, passé la soirée chez les Charles Dupuis, qui ont de l'esprit et du cœur. Je déjeune aujourd'hui chez l'abbé Cosse, qui va devenir mon supérieur. Telle est la vie. Ah, si mes yeux étaient meilleurs. 19 août. Quelle journée de dupe! Cosse veut savoir si la campagne recommencera et s'il y sera mêlé. Je lui réponds que j'ignore si cette campagne doit avoir lieu. Puis il me déprécie sa paroisse à tout point de vue. Et finalement, comme je vais avoir une solution immédiate, il court à l'archevêché supplier Monseigneur de ne pas me nommer à Saint-Charles. Je revois l'archevêque qui m'accuse de manquer d'humilité, ou du moins de ne pas la manifester. Il aurait donc fallu me traîner à genoux devant le curé de Saint-Charles. Alors il me nomme aumônier des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, rue Méchin, un quartier solitaire et si triste. Je passe chez Odelin, qui m'embrasse et qui a l'air de sympathiser. Je ne sais plus lequel des deux. Je porte ma lettre à la supérieure, une religieuse aux lunettes noires. Messe à 7h20, mais être là à 6h45. Des saluts, en quantité, une grand-messe, le dimanche, avec prône, le tout pour 3000 francs. Odelin me dit qu'on ajoutera 1000 francs. Quelques messes en plus, me voilà bien enterré, enfoui. J'y vivrai sobrement, solitairement. C'est fini. Les misérables. Et cet archevêque qui sait jouer de moi. 28 août. Voici le pape qui impose la première
communion à l'âge de 7 ans. Toute une révolution catéchistique en France, à Paris surtout. C'est une belle ordonnance due à des prêtres, à des curés célèbres qui va crouler. La première communion ne sera plus cette cérémonie qui touchait encore d'un rayon les populations les moins croyantes. Elle les touchait, oui. Ces petits-enfants ne sauront pas ce qu'ils feront. Encore la fin d'un monde. Pie X, détruit, détruit. La communion se banalise. 29 août. Entrée, hier, en fonction d'aumônier, rue Méchin. Chanter la grand-messe et parler le soir avant le salut du très saint cœur de Marie, dont c'était la fête pour les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Mon ministère sera de donner des saluts à l'ostensoir au Saint-Ciboire. Puisse tout cet encens purifier ma vie. Me voilà enfin emménagé 7 rue Méchin. Emménagé, c'est-à-dire qu'on a transporté ici mes meubles et livres qui dormaient depuis 10 mois dans un dépôt. Et je suis dans un désordre inexprimable. Je lis dans le journal que le pape vient de condamner le sillon. Bravo, Saint-Père, condamné toujours. 3 septembre. Emménagement laborieux. Je suis toujours dans le chaos des livres, des journaux, des papiers, des valises, de tout. Monsieur Cochin est venu hier matin me surprendre, et avec beaucoup d'amitié. 6 septembre. Bresse a raison. Il faut commencer par le moi. Mais c'est que tout le monde veut vous l'arracher tout de suite, ce moi. Famille, éducateur, etc. Et on vous effraie, c'est ce moi qu'il faut tuer. Je finis par ce moi. La société, telle qu'elle fonctionne, est une conspiration permanente contre le moi. Et au bout, nous n'avons que ce moi qui soit vraiment à nous, qui nous appartienne. Mais ce moi, il n'en faudrait jamais parler. Ranger, mettre de l'ordre dans tout ce qui a occupé à tort ou à raison mon moi. Telle doit être ma tâche présente. Nous verrons ensuite le parti qu'on doit en tirer, si parti il y a. Ma vie a été, jusqu'ici, un éparpillement dans tous les sens du moi. Me défaite et me défaire de ce qui ne peut pas m'être utile, car l'éparpillement est complété par l'encombrement. Ces bulletins, ces revues, ces feuilles publiques auxquelles on a collaboré un jour et qui ont duré, quelle misère. 8 septembre, quelle fatigue. Reins, yeux, tout.
n'était la modicité du traitement et la misère de ma vue, je serais assez heureux ici. Il faudrait aussi plus de sécurité pour l'avenir. Quartier désert, des murs. J'entends là-bas le chemin de fer. 29 septembre. Charles Dupuis m'a dit que Maurras avait commencé par une vie de débauche extraordinaire. Et aujourd'hui, il prétend que le catholicisme romain ôte son venin à l'Évangile. L'action française, c'est le catholicisme sans le christianisme. 12 octobre. Dîner chez André Germain qui m'a reparlé de Lucien Daudet et de son évolution incroyante dans le prince des cravates qui ne manque pas de talent. L'ex-beau-frère mettrait la chose sur le compte d'un prêtre qu'il a connu. J'espère bien que ce prêtre n'est pas moi. André a souligné la perfidie de Madame de Noailles. Enlevant à Maurice Barrès et son neveu de Manges et son ami de jeunesse, le docteur Buchez. 14 octobre. Si l'état de mes yeux me permettait d'écrire sans crainte, j'en serais empêché par la perspective de l'imprimeur. Je ne puis écrire que ce que je pense, que je sens, parce que je suis un émigré de l'intérieur. Mais le serais-je à un moindre degré, toute publication me serait interdite, car mon genre étonnerait, choquerait. Tout mon ministère consiste à donner la communion, à dire des chapelets, à bénir avec l'ostensoir. N'importe quel prêtre pourrait en faire autant. Le moindre coin de nature, les arbres moussus de l'avenue de l'Observatoire me semblent plus près de Dieu. Je devrais être heureux de n'être plus dans les sacristies et hors des griffes des dévotes. À bien y réfléchir, aucun regret n'est possible. 15 octobre. La comtesse Kronoskva m'a dit un mot de René Vivien, morte de sa vie contre nature. Elle était trop étroitement unie avec la baronne Z, qui n'aime que les squelettes et les mourantes. 18 octobre. Madame de Saint-Victor n'aime pas les Daudet. Elle m'a cité ce mot de Léon Daudet disant à Jeanne Hugo, sa femme. « Je n'ai pas épousé une tradition. Laissez-moi tranquille avec votre baderne de grand-père. » Les Daudet ont le type juif. 3 novembre. Mais que mes relations sont donc lointaines.
Il me faudrait une automobile. 11 novembre. Dîner hier chez le jeune ménage du boss. Charles professe toujours quand il parle. Il goûte beaucoup l'avenir de la science de Renan, qu'il trouve supérieur à son disciple Jules Lemaître et Anatole France, les deux enfants de cœur du prêtre manqué. 15 novembre. Paulette de Saint-Victor m'a dit que Madame de Noailles désirait faire ma connaissance et que Harpe m'apporterait ses dernières poésies de la Revue des Deux Mondes. Il lui fait lire en ce moment Lacordaire. Les inondations recommencent. Crue de la Seine. C'est un spectacle auquel je n'ai pas assisté l'hiver dernier. Pluie, vent. On prête à Madame de Noailles ce mot sur Demange. Il s'imaginait qu'il porterait mon sac de voyage toute sa vie. 16 novembre. Le marquis de Lévis était venu me voir dans la soirée. Excellent cœur, mais insistant sur des détails qui n'ont plus d'intérêt. Esprit peu étendu. Que cette aristocratie est peu cultivée, et d'une conversation restreinte. En quittant le faubourg Saint-Germain, j'ai peu à regretter intellectuellement. Les petits événements de leur famille, voilà leur horizon. Ils ne lisent pas, ou presque. S'ils avaient de l'esprit, cela suffirait. Mais ni esprit, ni lecture. Et ce sont de braves gens qui soutiennent la religion et ses ministres. 18 novembre. Hier soir, vers 9h, était chez Monsieur Chéramy, dans son atelier du second étage, 5 rue Pérouse. Il possède là je ne sais combien de tableaux au mur, par terre, posés dans tous les sens. Notez beaucoup de Delacroix, un dessin représentant Bonaparte à l'Institut, maigre et longs cheveux. Ce dessin est de David, qui a écrit au bas « Le général de la grande nation » étaient là Monsieur et Madame Gaston Charles. Madame Charles a écrit « La danseuse nue » et « La licorne ». Sa fille Madeleine fait des vers. Puis sont venus Monsieur et Madame de la Charloterie, Madame du Sanne, Rosita de Rennes, Madame Freya, Madame Gérardmer, Madame Nuovina, de l'opéra comique, le peintre Dinet, etc. Mademoiselle du Sanne, qui a déclamé des vers de Madeleine Gaston Charles, a une voix forte, trop forte peut-être. Elle a 22 ans et nous a dit qu'elle était entrée à 15 ans au théâtre français.
Elle était ravie de son entrée. Et comme je lui disais que le théâtre français devait lui paraître un paradis terrestre, elle m'a répondu: un paradis terrestre où il y a beaucoup d'Èves, beaucoup de serpents, beaucoup de pommes. Mademoiselle Buisson a quelque chose d'un jeune homme énergique, vibrant, impétueux, très franche, s'exprimant très bien. Elle lit Pascal, qu'elle aime beaucoup, Hello, l'histoire de Port-Royal, de Sainte-Beuve. Elle juge sévèrement le milieu où elle se trouve. Les comédiens n'ont jamais d'idée générale. Ils jugent tout au point de vue extérieur. C'est ainsi que Mounet, ayant perdu ses enfants, du coup habilla 2 poupées avec les vêtements des mortes et les plaça à table pour avoir sous les yeux l'attitude de celle qui n'était plus. Avec cela, ils sont pratiquants, dévots, superstitieux, bref, beaucoup de médiocrité et absence de profondeur dans ce monde où l'on joue. Pas de culture intellectuelle. Rosita de Rennes m'a ramené rue Méchin dans son automobile. Il était minuit. 22 novembre. Pierre Rapp, m'ayant apporté des verres de Madame de Noailles, je le remerciai par lettre, en lui disant: est-ce une évolution, ou simplement le cœur innombrable qui parcourt le cycle des sentiments? Pour moi, je recueille ces cris de souffrance, de désir et d'adoration, et j'en fais mes propres prières. On croirait entendre du Saint Augustin, Sainte Thérèse, Pascal, mais c'est toujours la comtesse de Noailles. Personne ne m'a donné, comme elle, le sentiment de l'infini, la perception de cet infini. Quand même elle traduit ses impressions sous une forme concrète, et là, l'horreur de la limite. Si elle a saigné tant de fois, c'est qu'elle s'est heurtée à l'infranchissable. On n'est plus chez soi maintenant. On le sera moins, de moins en moins. Rayon X qui vous pénètre. Kodak qui vous photographie au passage. Phonographe qui presse vos paroles. Aéroplanes qui vous menaceront d'en haut. 27 novembre. On a beau être jeune, jolie, et comtesse, et même pieuse. Cela ne vous empêche pas de vous faire avorter 2 fois des œuvres de ce mari, son mari, et à l'insu de ce mari. Je viens de voir la coupable qui est venue à mon confessionnal par cette pluie de novembre. 1er décembre. Achevé le roman de Madame de Noailles, le visage émerveillé,
cette religieuse qui écrit dans un cahier ses descriptions d'odeurs, de couleurs, de saveurs. C'est invraisemblable. Cette religieuse qui reçoit la nuit dans sa cellule un jeune homme qui l'aime de plus en plus et qui lui cède trop, Julien, c'est encore et toujours davantage plus invraisemblable. Cette religieuse qui finit par confier cet amour coupable à la supérieure, laquelle se fâche sans doute, mais ne renvoie pas sévèrement la sœur qui a commis ces sacrilèges, et cela parce qu'elle aussi a aimé jadis. C'est invraisemblable, comme ce qui précède. Donc, j'abandonne le fond, mais pour la forme, il y a là du nouveau, des instantanés et des inattendus, des sensations qui deviennent des sentiments, des couleurs, des saveurs, des odeurs, prêtées à ceux qui n'en avaient pas jusqu'ici. Des êtres très petits qui jouent un rôle défini, qui surgissent de l'ombre, des coins minutieusement et rapidement observés, des rapports lointains, nuancés, qui se présentent en un clin d'œil. Madame de Noailles a renchéri sur saint François d'Assise. Elle se penche encore plus bas. Elle dit au melon blanc: « Vous êtes mon frère ?» À la framboise: « Vous êtes ma sœur ?» Et il y a encore et surtout des joies subites, des désirs qui brûlent, de l'infini dans la limite de décembre. Je sors de chez la comtesse Mathieu de Noailles. Pierre Rapp était venu me chercher. Il me disait en route que Barrès était sorti de la vie de Madame de Noailles depuis plusieurs années, et sorti comme un misérable, être corrosif, cynisme au sujet de la patrie. Le poète des éblouissements était au lit, un lit sans rideau, dans une chambre sans luxe. Impossible de raconter cette conversation ou ce monologue pour toutes sortes de motifs. Une volubilité d'esprit et de parole qui ne permettait pas toujours de la suivre. Elle m'a dit combien elle aimait Michelet. C'est l'idole préférée, tout Michelet. Elle admire Victor Hugo sans avoir encore lu Les Misérables. Elle aime moins Lamartine. Mais avant de prononcer ces noms, elle avait dit son admiration pour Voltaire, pour Rousseau,
rappelant le passage des confessions sur mademoiselle de Graffenried. Elle adore aussi Chateaubriand, mais après l'avoir lu, elle n'y pensa plus. Elle n'a pas pu aller plus loin que le premier volume des Mémoires d'outre-tombe. Elle préfère George Sand à Musset. Madame de Noailles s'est confessée tout haut. Elle est gênée maintenant parce qu'elle a moins de défauts. Ses défauts, c'était autrefois de vouloir le succès immédiat, tout le succès possible, de vouloir être la première, d'être contente quand les poésies qu'elle lisait lui semblaient inférieures aux siennes, bien qu'elle n'hésitât pas à dire à la revue d'imprimer les vers qu'elle trouvait supérieurs à ses vers. J'aurais été un monstre sans cela. Aujourd'hui, elle n'a plus de vanité. J'ai écrit dans la buée, disait-elle. Mais ses vers les plus lyriques sur le soleil, elle les écrivait avec le désir de la mort. Elle n'était pas joyeuse. Elle dit que le sommeil n'était pour elle qu'une demi-veille. On est venu peu à peu à la question religieuse. La lettre lui répugne. Le père Janvier est un géomètre. Et je ne veux pas oublier la très amusante anecdote sur la belle-mère à Champlâtreux, contée d'ailleurs avec un esprit voltairien, l'humidité de la chapelle qui communiquait un goût aux hosties. Qu'est-ce que cela fait, disait la douairière, le goût passe vite. Et la souris dont le curé avait cru surprendre la trace dans le tabernacle, et enfin et surtout la communion qu'on avait faite pour attendrir la belle-mère et faire allumer plutôt le calorifère. La comtesse de Noailles ajoutait qu'elle avait pensé à la chapelle de Champlâtreux en écrivant le visage émerveillé. Nous avons aussi et tout d'abord parlé de Pascal, dont la comtesse goûte la phrase sur le silence des espaces infinis qui effraie. Elle a écrit sur la Sicile des vers encore inédits. Je lui ai dit qu'on m'avait cité ces vers à Candie. Voilà ce que j'ai entendu, du moins un résumé, plus que succinct, et de ce que j'ai entendu 40 rue Schaeffer, avant, pendant et après le thé. La comtesse est maigre, sa bouche m'a paru grande et, quand elle parle, les plis nerveux du coin des lèvres se multiplient. Elle a été fort aimable pour moi et m'a demandé de revenir. Madame de Noailles m'a dit qu'à l'intelligence, elle préfère encore la bonté. Elle m'a appelé un corriban. Nous avons causé aussi d'Anatole France
et de madame de Caillavet. Et elle m'a dit que Jules le maître, lui aussi, en avait assez de madame de Luynes, et qu'il lui avait dit un jour, il le lui avait dit un jour à elle, et madame de Noailles, 3 décembre. Madame de Noailles me dit encore qu'elle n'aimait pas la mort, et j'ai cru comprendre qu'elle était matérialiste. Entrez dans cette tare. 4 décembre. Écrit hier à la comtesse de Noailles pour lui redire mon admiration. On m'avait dit, on me paraît-il, reproché de la connaître avant que je ne l'aie vue. J'entends garder la liberté de mes relations, et sur ce point, je ne transigerai pas. L'action française veut défendre le roi contre lui, car elle appelle bandit le chef du bureau politique du duc d'Orléans. Les royalistes sont désavoués par le roi, comme les catholiques du Sillon par le pape. Et on continuera quand même à servir ces deux causes. Le dévouement aveugle recommence toujours, pour être toujours écrasé. Mais aussi, pourquoi s'embrigader? 6 décembre. Reçu une lettre de la comtesse de Noailles, très belle et très bonne, en réponse à la mienne. J'aime le talent, à la folie, surtout un certain genre de talent poétique, lyrique, parisien, mélancolique, païen. Et c'est le sien. Admirer, c'est et aimer. Pour moi, c'est la même chose. Voilà la récompense de mes enthousiasmes secrets. 7 décembre. Hier, rentré à 5 heures pour donner le salut à mes religieuses et repartir ensuite avenue Hoche où madame de Caillavet, née Bouquet, m'a raconté en détail les derniers moments de sa belle-mère. Elle est morte de son amour pour France. Elle avait 65 ans. Rapprochement de la belle-fille avec la mourante, confidence mutuelle. Madame de Caillavet est morte. France a été prévenue, a demandé pardon à la belle-fille, au fils. J'ai été faible, lâche. Je vous ai haï 17 ans, lui disait madame de Caillavet, jeune. Le romancier, qui déteste les catholiques, a reproché à sa maîtresse l'élan religieux de ces derniers mois, trouvait bouffonne la confession. C'est confessé à la femme de Gaston en le lui faisant remarquer. L'intérêt du côté des Caillavet s'est mêlé aux sentiments plus nobles que l'on m'avouait hier. Il fallait obtenir de France la destruction
d'une correspondance entre lui et sa maîtresse qui devait paraître un jour. On a promis, mais la correspondance déposée chez Chavaret n'a pas été retrouvée. France a toutefois signé le papier d'opposition à cette publication, puis on a découvert que Madame A de C avait eu d'autres liaisons avant France, qui n'en connaissait qu'une, racontée dans le lys rouge. Et il s'agissait aussi d'empêcher une autre publication épistolaire. À un certain moment, France a voulu se tuer, et on est venu chez Madame de Caillavet, jeune, qui a certainement ajourné le désastre, s'il doit avoir lieu. Madame de Caillavet, jeune, m'a raconté son voyage en Italie avec sa belle-mère que France vint rejoindre à Avignon. C'était au début de son mariage. Elle comprit tout de suite la nature de la liaison, alors que le fils lui-même l'ignorait absolument. Elle prit tout de suite en grippe le romancier. France a avoué avoir trompé sa maîtresse qui n'avait pas de tempérament. Madame de Caillavet m'a raconté tout cela avec franchise, vie. Sa figure est d'ailleurs fort agréable d'expression. 8 décembre. Vie sans but que la mienne. Je feuillette, je lis, je sors, je vois mes ombres oculaires, plus étendues, plus persistantes, j'écris des lettres, je me perds en regrets. J'aurais voulu vivre la vie des autres, des gens célèbres. Par le désir et l'évocation, je me place ainsi dans ma vraie voie. Puis l'heure vient, soit de donner un salut, soit de rentrer le Saint-Sacrement dans un tabernacle sûr, derrière le maître-autel, les religieuses prient en silence dans la chapelle à demi éclairée. Que disent-elles à Dieu? Qu'est-ce que Dieu leur répond? Le mutisme divin ne décourage pas l'humanité. Elle prolonge le monologue à défaut du dialogue.